Vous écoutez le Pédagogcast, épisode numéro 50, formé à la méthode du peer instruction avec Julien Maurice. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast qui porte donc le titre formé à la méthode du peer instruction. Alors juste pour information, finalement j'ai rédigé récemment une newsletter. D'ailleurs si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, c'est mal je dirais. Vous pouvez vous inscrire avec le lien également qui est en description de ce podcast. Et finalement j'ai eu pas mal de retours sur cette newsletter et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas enregistrer un petit podcast sur le peer instruction, parce que c'est vraiment une méthode pédagogique que je trouve très intéressante. D'autre part, je dirais que ce que je fais actuellement, c'est ce que j'appelle le pot de cours. Ça veut dire que vous pouvez également via le lien accéder au géniali de ce podcast et suivre en même temps, finalement, avoir quelque chose de visuel si vous le souhaitez en même temps. Alors vous pouvez l'écouter également tout simplement, il n'y a pas de souci, vous aurez également tout en audio. Mais voilà, pour les personnes qui souhaitent également avoir quelque chose de visuel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et puis je vous dirai quand je passerai comme ça d'un slide entre guillemets à l'autre. D'ailleurs, là je passe sur le deuxième slide. Alors la méthode peer instruction, d'où elle vient déjà? Alors juste pour information, les origines de cette méthode, alors, on appelle peer instruction, finalement c'est l'enseignement par les pairs en quelque sorte. Et c'est une méthode qui a été popularisée par Eric Mazur, et cela dès les années 90. Donc c'est pas une méthode, on va dire, nouvelle, c'est pas c'est quelque chose quand même qui a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années. Et donc c'est un enseignant, Eric Mazur est enseignant à Harvard, et c'est avec ses étudiants finalement qu'il a fait les premiers tests, on va dire, qui ont été très positifs finalement. Et puis aujourd'hui cette méthode est diffusée très largement. Il a beaucoup parlé, il en a beaucoup fait, il y a beaucoup de recherches également sur le peer instruction. Donc en gros pour l'historique. Alors avant de vous dire un petit peu, avant de voir dans le concret ce qu'est cette méthode, alors même si vous la connaissez déjà, vous apprendrez, je pense, quand même quelque chose dans ce podcast, parce que je vais également vous suggérer une manière également de pouvoir faire en sorte d'enseigner cette méthode éventuellement si vous êtes ingénieur pédagogique ou formateur. Si vous souhaitez l'enseigner à d'autres personnes, ça pourrait éventuellement vous inspirer. Alors, quelques références quand même par rapport à mon historique, par rapport à cette méthode. Sachez que je suis passé au slide suivant pour les personnes qui écoutent en même temps avec le document. Donc j'avais fait 2 papiers de recherche, à l'époque ça date, ça fait plus de 10 ans maintenant, avec Nicolas Michinov de Rennes 2 et Marine de Laval. Et également en lien avec l'ENSCR, c'était l'école de chimie de Rennes qui était mon employeur à l'époque, et notamment Vincent Ferrière, qui est enseignant-chercheur, professeur même à l'école de chimie, et Alexandra Sidiridou qui était donc stagiaire à l'époque, et qui m'avait aidé comme ça à faire ses recherches. Alors donc on a fait 2 papiers. Le premier porte le titre Comparing the Effectiveness of Peer Instruction to Individual Learning During a Chromatography Course, avec l'accent. En fait c'était une recherche qui consistait à tester à la fois l'effet de la méthode directement sur des étudiants. C'était un cours en formation en classe inversée, déjà pour en 2010 ou 2011 d'ailleurs. Et finalement on avait testé justement l'effet de la méthode en comparant finalement avec un cours qui n'utilise pas cette méthode peer instruction, notamment pendant les séances en travaux pratiques. Donc c'est vraiment assez intéressant cette recherche. Alors je vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer pas mal de temps, je vais aller à l'essentiel, mais en tout cas si ça vous intéresse, vous pouvez consulter un petit peu cette publication. Et on avait fait un deuxième papier sur la question qui s'appelle A Step Further Peer Instruction Using Step Ladder Technique to Improve Learning. Donc là on avait allié au peer instruction une autre méthode qui s'appelle le Step Ladder. En gros, ça consistait à faire venir progressivement les étudiants, à les amener progressivement à collaborer ensemble, et pas comme on va le voir tout à l'heure, pas directement, ne pas avoir une injonction directe à la collaboration comme avec la méthode classique. Et on avait également eu des résultats très intéressants, donc je vous encourage également, pourquoi pas, à consulter cette publication. Voilà, je passe à la suite. Alors du coup, je vous fais un petit résumé de la méthode en 5 étapes clés. Alors c'est vraiment, j'ai repris un petit peu ce qui me semble moi en tout cas essentiel pour la méthode.
Donc la première étape, si vous voulez mettre en place le Peer Instruction, eh bien, c'est tout simplement donner tout d'abord bien sûr son cours, c'est la première chose qu'on fait. Donc ça pourrait tout à fait d'ailleurs être un livre, un cours en ligne, un cours en présentiel, une vidéo, un podcast, ce que vous voulez. Il faut évidemment qu'il y ait un contenu, c'est tout à fait logique ce que je dis là, avant de pouvoir mettre en application une méthode d'apprentissage, on va dire. Donc voilà, on n'est pas ici sur de l'APP, de l'apprentissage par problème par exemple. L'idée c'est qu'on ait un vrai cours entre guillemets dans le sens avec un contenu assez descendant, et ensuite qu'on va travailler avec les étudiants via donc la méthode. Donc la première étape, on donne son enseignement. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, on fait voter donc les étudiants individuellement avec des questions de type QCM. Donc l'idée en fait c'est qu'on va allouer à peu près 1 minute par question aux étudiants, on va les faire voter, on verra l'aspect technique après, mais là ils votent individuellement avec un système qui permet bien sûr d'enregistrer la réponse. Et ce qui est important également à ce moment-là finalement de la méthode, c'est qu'une fois que les étudiants ont voté, on ne va pas afficher les résultats, d'accord? C'est vraiment pour l'enseignant entre guillemets les résultats, en tout cas dans un premier temps. Alors, je peux vous dire tout de suite, je ne vais pas forcément trop m'étendre là-dessus, mais dans la méthode, on va dire pour les puristes, par exemple, si vous donnez votre cours, vous posez par exemple votre question, si par exemple, eh bien, tout le monde a faux, si vous avez entre, on va dire, 0 et 30% de bonnes réponses, c'est pas la peine de passer à la phase suivante. En fait, c'est simplement que votre enseignement n'est pas assez complet, on va dire. Donc il faut revenir sur la partie, on va dire, enseignement, la partie où vous donnez votre cours, entre guillemets. Donc voilà, vous ne passez pas, bien sûr, à l'étape d'après, dans ces cas-là. Et c'est pareil, si jamais il y a entre, allez, on va dire, 80 et 100% de bonnes réponses, et là c'est pareil, ça sert à rien de s'attarder. Ça semble à peu près évident pour tout le monde. Vous pouvez éventuellement donner la bonne réponse pour les personnes qui n'ont pas compris, mais c'est pas nécessaire de passer à la méthode Peer Instruction dans ces cas-là. Donc en gros, voilà, à la louche, entre 30% et 80% de bonnes réponses, là on peut commencer peut-être à se dire tiens, on va mettre en place cette méthode qui va apporter un complément, qui va permettre aux étudiants de mieux apprendre avec les étapes qui vont suivre. Donc voilà, donc ce petit complément ayant été donné, donc admettons que là on est dans un cas où voilà, il y a entre 30 et 80% de bonnes réponses, et bien là ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux étudiants d'échanger entre pairs. On va finalement leur dire voilà, vous avez répondu, on ne sait pas ce que vous avez répondu, mais voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en groupe. Alors, vous pouvez faire d'ailleurs des groupes de 2, 3 ou 4 personnes. Moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt des groupes de 3 ou 4. C'est vrai que 2, c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, j'ai vu ces méthodes se faire également avec des binômes. Finalement, ça peut fonctionner également. Mais voilà, l'idée, c'est que voilà, vous les faites échanger entre eux. Et là, ce qui se passe en fin de compte, c'est qu'ils rentrent dans un petit peu ce qu'on appelle le socio-constructivisme, entre guillemets, et que c'est le moment où ils vont apprendre des choses, ils vont échanger, ils vont débattre, voilà. Et ce qui est censé, bien sûr, en termes de mémorisation, en termes d'apprentissage, être très efficace. Donc voilà, donc c'est le moment le plus important, je dirais, de la méthode, c'est le fait qu'ils vont échanger entre pairs. D'ailleurs, la méthode porte ce nom, le Peer Instruction. Donc ils échangent entre pairs. Et c'est à ce moment-là que les apprentissages se font, en tout cas une partie des apprentissages. Donc une fois qu'ils ont échangé entre eux, en fait ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va leur demander de voter à nouveau, mais individuellement toujours. C'est pas, voilà, on ne vote pas par groupe, On peut très bien par exemple avoir échangé dans un groupe et ne pas être d'accord finalement avec les autres membres du groupe et se dire non, je conserve ma réponse B, voilà, je pense que c'était la bonne réponse. Ou bien on peut très bien se dire ouais, ils ont peut-être raison, donc ou une personne a peut-être raison, je vais finalement voter la réponse A. Mais il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas besoin de se concerter. Voilà, c'est important de le préciser pour pas que ce soit mal interprété. Donc il faut vraiment que pour le deuxième vote, finalement, les étudiants le fassent totalement individuellement à nouveau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va pouvoir, une fois qu'ils ont voté une deuxième fois, et bien là on va pouvoir montrer les résultats, les statistiques des bonnes réponses. Et puis donner également, de continuer son cours, de donner la bonne réponse, voilà, puis ils ont échangé, ils ont revoté, voilà, il y a quand même tout un travail au préalable, et là à ce moment-là, on va pouvoir ajouter un complément, on va pouvoir expliquer pourquoi c'est la bonne réponse, etc. Donc on repasse en mode quelque part plutôt descendant, entre guillemets, même si on peut demander aux personnes d'interagir, mais voilà, l'idée c'est qu'ensuite on repasse en mode plutôt court pour expliquer pourquoi est-ce que c'est la bonne réponse. Donc, ouais, c'est pas très compliqué en soi, la méthode elle est assez logique en quelque sorte. Après vous allez voir, il y a
y a des petites subtilités, enfin notamment la subtilité là des entre 30 et 80% là, que je vous ai donné avant, et puis on va voir également dans la mise en place, il y a des petites subtilités à connaître. Donc je rappelle, très concrètement, ça consiste simplement à donner donc son cours, ensuite vous faites voter les apprenants sur une ou plusieurs questions d'ailleurs, ça peut être un set de questions, vous les faites échanger entre eux, alors en général les échanges ça va être entre 3 et 5 minutes on va dire, et puis ensuite vous les faites voter à nouveau individuellement, et ensuite vous montrez les résultats et vous donnez donc la bonne réponse et les explications qui vont avec. Voilà. C'est vraiment, je trouve, très simple, finalement très logique encore une fois, donc il n'y a pas de complications pour la mettre en place, et vous allez voir, c'est un processus entre guillemets qui est facilement entendable également pour les apprenants. Donc là je passe donc à la diapo suivante pour ceux qui suivent le document en même temps. Alors maintenant je voulais aborder avec vous la question du dispositif technique. Alors sachez que moi quand j'ai commencé à mettre en place, à travailler finalement avec cette méthode là, à l'époque on n'avait pas finalement encore les smartphones tels qu'on les a aujourd'hui et les applications qui vont avec. Du coup ce qu'on utilisait c'était des petits clickers. Là vous voyez pour les personnes qui ont le document, je vous ai mis une capture écran d'un boîtier en fait, un petit clicker on appelle ça, de Turning en fait, un Turning Technology. À l'époque c'était un petit peu les leaders sur ces petits devices, alors qu'ils se vendent toujours d'ailleurs, on peut toujours en trouver, ça peut être utile pour des événements aujourd'hui, plutôt pour des événements, ou même parfois je crois dans des mairies pour des votes, etc. Donc c'est des choses qui sont encore utilisées, mais on va le voir, il y a aujourd'hui d'autres méthodes bien sûr plus simples on va dire à mettre en place. Alors ça fonctionnait bien, c'était pas techniquement ça fonctionnait, par contre il y avait tout un aspect logistique, je me vois encore donc traverser tout l'établissement avec ma valise pleine de clickers, donc il fallait récupérer ensuite les petits boîtiers auprès des étudiants, il fallait bien sûr les distribuer, ensuite il fallait vérifier qu'il y avait des piles, etc. Donc c'était toute une logistique finalement, donc fallait quand même avoir la foi, je dirais, pour mettre en place cette méthode-là quand on était enseignant. Il y en avait qui le mettaient en place, mais je trouve que finalement le plus gros biais à cette époque-là, c'était l'aspect logistique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aussi, j'ai voulu, avec notamment la newsletter et ce podcast, remettre une petite couche là sur le Peer Instruction, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un moment, vous allez le voir, où on peut la mettre en place très facilement, très rapidement, et on va le voir d'ailleurs tout de suite. Là, je passe à la diapositive suivante. Alors en fait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser bien sûr les téléphones portables des étudiants, donc ça va être selon la logique un petit peu du BIOD, le Bring Your Home Device, et puis on va utiliser bien sûr des applications dédiées au vote, au fait de pouvoir donner une réponse directement en choisissant un item par exemple. Alors moi personnellement, là j'ai récemment justement formé des enseignants à cette méthode, et puis je les ai coachés on va dire par rapport à la mise en place, en leur conseillant d'utiliser en fait le logiciel WooClap. Alors il y en a d'autres, il y a WooClap, il y a Kahoot, il y a Socrative, c'est l'application que vous souhaitez. En tout cas moi dans mon cas j'utilise j'utilise quasiment tout le temps WooClap finalement. Et c'est assez simple à mettre en place avec cette application, puisqu'on va créer en fin de compte des questions donc à choix donc multiples. Et l'idée, puisque vous avez, si vous vous rappelez un petit peu de la mise en place, c'est qu'il faut refaire voter les étudiants une deuxième fois, si vous vous rappelez bien. Et bien dans ces cas-là, ce que vous faites en fait, vous créez votre question ou vos questions et vous les dupliquez finalement, de manière ensuite à pouvoir dans la démarche, leur demander de voter bien sûr la deuxième fois. Et ce qui va être très intéressant, et d'ailleurs vous pouvez leur montrer d'ailleurs les résultats à la fin, même si vous ne montrez pas tout de suite au départ le résultat pour le premier vote, c'est qu'après vous allez pouvoir constater qu'il y a eu des changements de position des étudiants par rapport justement à la discussion qu'ils ont eue. Alors parfois ça peut d'ailleurs être, il peut y avoir plus de mauvaises réponses on va dire la deuxième fois que la première fois. Bon, c'est assez rare finalement, mais parfois l'intelligence collective n'a pas forcément fonctionné entre guillemets, ça peut arriver, mais en général ce qu'on constate c'est que il y a plus de bonnes réponses entre guillemets, et c'est pour ça que justement cette méthode est efficace vraiment pour l'apprentissage, et qu'elle va bien s'ancrer entre guillemets, parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu des débats avec un petit peu cette logique du socio-constructivisme si on veut. Donc voilà, donc moi je vous conseille d'utiliser donc une application de ce type, encore une fois pourquoi pas WooClap ou une autre, c'est à vous de voir, suivant un petit peu ce que vous préférez.
et ensuite donc de bien penser, dupliquer vos questions. Donc ça, c'est important. Donc une fois que vous avez mis en place ça, maintenant je vais donner une petite astuce pour les personnes qui veulent justement former à cette méthode, leurs enseignants, leurs formateurs, etc. Alors c'est parce qu'en fait la difficulté qui se pose pour ce genre d'exercice, finalement, c'est de trouver des questions qui sont sujettes à débat en quelque sorte, où quelque part il n'y a pas de, c'est pas forcément une évidence, il peut y avoir une mauvaise interprétation, etc. Et il y a, voilà, moi ce que j'ai fait quand j'ai fait un atelier récemment finalement sur cette question, c'est que j'ai proposé la question suivante, hein, qui est en rapport, là, vous pouvez passer d'ailleurs au slide suivant pour les personnes qui regardent. C'est finalement sur une question, enfin sur la notion de gravité, hein, finalement, dans le sens où voilà, j'ai posé la question suivante, hein, et ça marche très bien, c'est une question qui fonctionne très bien, donc n'hésitez pas si vous voulez former vos étudiants, vos formateurs à reprendre cet exemple. Donc là, la question c'est, voilà, je lâche une boule de pétanque et une grosse bille de verre du haut de la tour Eiffel, laquelle touchera le sol en premier? Alors voilà, peut-être que vous connaissez la réponse, hein. En tout cas, j'ai remarqué, en tout cas, c'est une question qui est pas du tout intuitive. Donc, d'ailleurs, dans mon cas, il y avait, pour la plupart des personnes enfin, en tout cas, les votes majoritaires étaient pour la boule de pétanque, parce qu'elle est plus lourde. Voilà, bref, je vous donne pas forcément la réponse, si je peux vous la donner, hein. En fait, en gros, c'est que les deux arrivent en même temps, hein, finalement. Et d'ailleurs, si vous voulez, hein, simplement, hein, pour se faire plaisir, j'ai mis une petite vidéo justement sur une expérience qui avait été menée sur la Lune, hein. Sur la Lune, il y a de la gravité, hein. Bon, il y a évidemment, il y a pas de particules d'air il y a moins de particules d'air, enfin de particules entre guillemets, qui vont créer des frottements. Donc voilà, c'est encore plus simple à réaliser comme expérience. Mais durant une des missions Apollo, eh bien, l'un des astronautes finalement avait lâché donc son marteau et une plume, hein. Il avait fait donc devant la caméra, hein. Vous pouvez regarder la vidéo pour les personnes qui ont accès au document. Et voilà, ça montre vraiment de manière très pédagogique. J'ai trouvé ça assez vraiment intéressant, ce document. Et bien que les deux arrivent en même temps, les deux touchent en même temps le sol. Donc l'idée, hein, c'est que c'est la même chose évidemment sur Terre. En tout cas, à partir du moment où on a des objets de masse assez importante. Mais peu importe, à la limite, voilà, c'est simplement un exemple. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que cette question-là, eh bien, se prête bien à ce genre d'exercice, qu'il y aura forcément du débat. Et puis même, il y aura même des débats qui seront peut-être pertinents dans le sens où des personnes vont peut-être dire oui, mais non, sur la Terre, il y a quand même des particules d'air, etc. Enfin bref, je suis pas spécialiste, hein, du tout de la physique, mais simplement, voilà, ça peut être une idée intéressante si vous voulez former à cette méthode. Alors voilà, vous pouvez bien sûr trouver d'autres questions un petit peu de ce type, et souvent d'ailleurs des questions comme ça de physique qui sont pas forcément très intuitives fonctionnent bien par rapport à ces méthodes là. Donc je dirais que la plus grosse difficulté d'ailleurs par rapport justement, donc là d'ailleurs j'ai passé le slide pour information. La plus grosse difficulté c'est finalement de trouver des questions qui vont ne pas être entre guillemets évidentes. Après voilà, ça peut simplement être des questions sur votre cours aussi, sur lesquelles vous pensez bien que les personnes n'ont pas forcément la bonne réponse. Et à la limite, ce que vous pouvez même faire, hein, en imaginant que vous le faites un peu à la volée comme ça, vous pouvez prévoir un pool de questions. Et dès que vous voyez qu'une question finalement, eh bien, avec un résultat compris entre 30% de bonnes réponses comme je vous disais, et 70 ou 80, peu importe, un petit peu, ça vous de jauger, et que vous vous dites, bah tiens, c'est intéressant que je les fasse échanger là-dessus, bah vous pouvez le faire à la volée. Et ce qui est génial avec ces outils-là, type Book là par exemple, c'est qu'on peut assez rapidement comme ça dupliquer une question sans aucun problème. Ça se fait vraiment en 2 clics, et hop, vous pouvez comme ça mettre en place tout de suite la méthode par instruction, de se dire, voilà, bah cette question-là, sans me poser problème, hop, j'y vais, je l'ai fait discuter ensemble, je l'ai fait échanger, et je mets en place cette méthode, sans forcément l'avoir tout le temps prévu, donc en amont. Voilà, c'est vrai qu'il y a des questions, on est quasiment sûr que ça va fonctionner, d'autres on est moins sûr que ça va fonctionner. D'ailleurs, toujours sur la question de la mise en place, sachez que vous pouvez tout à fait jouer cette méthode-là finalement à distance. Notamment, bah là, une des formations là, que j'ai données sur cette question-là, eh bien, c'était totalement à distance sur Zoom. Et ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai posé cette question sur la gravité finalement. Et puis j'ai ensuite divisé la classe, entre guillemets, le groupe, en différentes sous-salles, ce qui se fait en 3 clics, hein, avec Zoom. Ça marche évidemment avec Teams également, ou ce que vous utilisez, Big Button, etc.
Et finalement, voilà, on leur explique que voilà, vous allez simplement devoir cliquer sur le bouton rejoindre votre salle, vous échangez sur la réponse, et vous, en tant qu'animateur, et bien une fois que les 3 minutes sont passées, et bien vous les faites tous revenir dans la salle principale. Ça fonctionne vraiment très bien. À la limite, c'est presque aussi rapide, voire peut-être plus rapide, et plus, on va dire, moins bruyant aussi peut-être pour le formateur, quand on est comme ça en classe virtuelle. C'est vraiment assez intéressant. Donc peu importe, hein, encore une fois, donc c'est aussi un des gros avantages de la méthode, et cette facilité qu'on a aujourd'hui à utiliser les outils, bien qu'elle est totalement aujourd'hui adaptée finalement à nos pratiques, et elle va devenir, de mon point de vue, encore plus populaire aujourd'hui. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous raconter par rapport au peer instruction. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment un moment intéressant aujourd'hui d'en parler, parce que c'est une méthode relativement ancienne. Il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de travaux sur la question, donc elle a prouvé son efficacité, mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui c'est extrêmement simple à mettre en place. Donc vraiment, si vous êtes formateur, enseignant, peu importe, allez-y, hein, et honnêtement c'est quand même plutôt sympa, et ça permettra, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire non plus énormément, on va dire, hein, parce que ça prend quand même du temps évidemment, mais voilà, ça peut permettre de mettre un petit peu d'une respiration dans vos cours, voilà, de faire un petit peu de réveiller aussi parfois les étudiants, et voilà, en tout cas ça c'est mon conseil. Alors pour les personnes qui regardent le document, n'hésitez pas à regarder une petite vidéo que j'ai mis à la fin du document. On voit vraiment une enseignante qui le met en place, on les voit d'ailleurs, c'est une vidéo qui a été filmée il y a 10 ans, hein, donc ils ont d'ailleurs des clickers, ils utilisent des clickers pour le coup, c'est pas sur téléphone portable, ils échangent entre eux, etc. Voilà, c'est en anglais, hein, mais n'hésitez pas à la regarder, ça donne une bonne idée un petit peu de la dynamique qui va se créer dans le cours pendant un petit peu ces séances de peer instruction. Et puis sinon, je vous recommande simplement de taper un peer instruction ou apprentissage par les pairs directement bien sur Google, et puis vous allez trouver beaucoup de documents là-dessus, beaucoup de vidéos également, hein, notamment d'Eric Mazur, qui en parle beaucoup, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Voilà, alors juste avant de vous quitter, alors pour information, hein, je mets le lien d'ailleurs vers à peu près tout ce que je fais dans ce podcast, enfin dans le descriptif. Vous pouvez retrouver donc mes formations sur la Pédago School. Il y a des formations Moodle, Zoom, Camtasia, enfin c'est un petit peu des formations pour les formateurs et les ingénieurs pédagogiques surtout. Après voilà, allez jeter un œil si ça peut vous intéresser. J'ai également une chaîne qui s'appelle le Pédago Tube, où je fais pas mal de vidéos liées à la pédagogie, voilà, etc. Et ça peut être des outils, mais ça peut être aussi de la pédagogie. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que je souhaite faire sur le moment. Là, il y a un petit peu de réalité virtuelle notamment. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Également, je vous en ai parlé, la Pédago News, c'est une newsletter entre guillemets que j'envoie, donc c'est mes mails privés, hein, si on veut. J'essaye d'être régulier, mais voilà, encore une fois, si vous êtes inscrit, peut-être que vous ne recevrez pas de nouvelles pendant quelques semaines, et puis d'un coup je vais faire une lettre tous les dimanches, mais bon, en général, j'essaye d'en envoyer quand même assez régulièrement sur mes actualités, sur des choses qui m'ont interpellé. Voilà, c'est un petit peu, voilà, j'ai pas forcément de ligne éditoriale, mais en tout cas n'hésitez pas à vous y inscrire. Et enfin évidemment les pédagogages, j'ai mis évidemment le lien, mais voilà, si vous écoutez ce podcast et qu'évidemment vous êtes tombé sur cet audio, donc voilà, que vous connaissez sans doute déjà. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, soirée, et puis d'excellentes mises en place de la méthode Peer Instruction. C'était Julien Maurice, à très bientôt.